Le jeu de la vie, ce sont des règles, des épreuves, mais aussi des indices. Et tout autant qu'il y a d'épreuves, il y a d'indices sur notre route pour aller à la rencontre de nous-mêmes et ensuite à la rencontre des autres. De mon point de vue d'occidental, souffrir n'est pas légitime et souffrir n'intervient pas dans la quête du bonheur et des plaisirs occidentaux. Je caricature un peu, mais on est un peu parfois dans la non-acceptation de la souffrance. Si j'étais du côté oriental de notre planète, la souffrance, qui s'appelle le samsara, c'est l'acceptation justement de cette part de souffrance dans notre cheminement et dans la quête et la connaissance de soi-même. J'ai tout à fait conscience que ces mots peuvent résonner comme la phrase philosophique qu'on lit le soir pour s'endormir, mais vous le savez aussi bien que moi, on ne se connaît que mieux dans la souffrance et pas dans les succès. On parle parfois de nuit noire de l'âme, d'introspection profonde et d'aller à la quête de soi-même. Tous les hommes, les femmes que je rencontre au quotidien n'ont de cesse de me dire qu'une maladie les a révélés, qu'une mise au rang d'une société les a fait comprendre le pourquoi de leur venue. Et à titre personnel, les morts, les deuils et les pertes m'ont fait comprendre tout d'abord que j'étais plus vivante que jamais et que j'avais un rôle de messagère auprès de ceux qui n'avaient plus la parole. Et je ne me suis jamais sentie aussi légitime, aussi vibrante que dans les tréfonds de la souffrance. Dans ce monde de la dualité et de la dichotomie, il y a toujours de la lumière après l'ombre. Lorsque l'on est sorti de cette nuit noire de l'âme et des tréfonds de la souffrance, on est parfois démuni de se dire comment je peux être utile au monde. La première chose qui nous rend utile au monde, c'est le fait de pouvoir partager. Alors partager à différents niveaux, ça peut être évidemment de façon artistique, si vous avez un talent pour cela, si vous avez envie de chanter dans votre salle de bain, mais aussi devant un zénith, eh bien faites-le. La notion de partage et de transmission, c'est déjà une des raisons de notre utilité dans ce monde. Les auteurs, les écrivains que je suis sont soucieux justement d'aller léguer, d'aller transmettre ce qu'ils savent et ce qu'ils ont compris du monde, et je peux vous assurer que c'est déjà la plus grande utilité, à la fois ne pas sombrer dans l'oubli, mais aussi pouvoir transmettre. Parfois la vie, elle nous bouleverse, et notre mission de vie, elle nous tombe littéralement dessus. La naissance de Charles a donné un sens, une direction à ma vie qui m'a certainement autorisée, permise d'aller voir qui j'étais réellement au plus profond de moi. Ma vie a basculé à la naissance de Charles parce que ce qui a été très inattendu, c'est de mettre au monde un enfant avec une maladie chronique, sévère, incurable, invalidante. Au bloc, il y avait une panique générale des professionnels de santé qui accueillaient ce petit être plein de vie et en même temps qui déjà hurlait de douleur puisqu'il avait une absence de peau sur sa jambe droite. Je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Charles est atteint d'une épidermolyse bulleuse dystrophique, qui est une maladie génétique. Donc ce sont deux gènes en mode récessif, c'est-à-dire que c'est deux gènes que nous avons transmis à Charles en le créant. Tous les quotidiens de personnes avec des maladies chroniques, c'est déjà des nuits qui ne sont pas paisibles, parce qu'on est comme relié à cet être qui peut appeler, qui peut souffrir. Il faut se lever pour venir reposer un pansement, calmer, prendre la morphine, les Feralgan, tous les médicaments, les passer dans la gastrostomie, ne pas aller trop vite. C'est après passer du temps à réveiller,
un être qui est douloureux, qui a mal, parce que c'est des plaies sur l'ensemble du corps. Comme il a plein de plaies et que régulièrement il a beaucoup d'infections, et que dans leur situation, c'est le premier risque de décès, hein, une septicémie. Et donc c'est vrai depuis qu'il est né, on a souvent eu très peur à chaque fois qu'il y a des infections. Et on a appris finalement à vivre avec cette épée Damoclès qui est plus ou moins présente au-dessus de nos têtes. J'ai eu toutes les casquettes, hein, casquettes d'infirmière, taxi, pharmacienne, entrepôt de stockage. C'est quelque chose qui n'en finit pas. Gérer tous les plannings de l'école, des taxis, des aides à domicile. Aidant familial, c'est Shiva avec 10 000 bras et 10 000 casquettes. Et on ne se repose jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à penser, à prévenir, à régler, à imaginer. M'occuper de Charles est devenu ma mission de vie. Je l'ai pas réalisé tout de suite. Il m'a fallu pas mal d'années parce que quand il est né, d'abord le corps médical impose aux parents de devenir le soignant de son enfant. On est happé par tout ce qu'il faut apprendre, connaître, mettre en place. Et je pense que c'est assez humain. On pense au début qu'on va y arriver tout seul. Et on finit par être la tête dans le guidon et être complètement isolé parce qu'on n'a plus le temps de respirer, qu'on passe d'un dossier à l'autre. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait mon premier burn-out en 2013. Alors je dis premier burn-out parce que pour sortir d'un burn-out, il faut sortir du contexte. Sauf que quand on est aidant, on est toujours dans le contexte. Donc on a beau se remettre d'un burn-out, on est toujours à la frange de retomber dedans. Et là, en rentrant du burn-out, très vite, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de déléguer. Donc maintenant, on sait que physiquement, on n'aura pas la capacité. Et très vite, on se dit qu'est-ce qu'on se garde et qu'est-ce qu'on peut déléguer. Et on essaye au maximum de déléguer. Et là, du coup, on invite des gens à venir nous rencontrer. Et c'est comme ça qu'on arrive à rompre l'isolement. J'aime à penser qu'il y a toujours une force invisible au-dessus de nous. Et que cette force prend l'image que l'on a envie, le nom que l'on souhaite, comme chacun a envie. Mais en tout cas, elle est là, elle ne nous abandonne jamais. On s'aperçoit finalement qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas abandonné et que la vie est très belle dans ses difficultés, ou malgré ses difficultés. On finit par être une pierre un peu... une pierre polie, quoi. Enfin, la vie, elle nous polie, elle nous rend, alors pas lisse au sens péjoratif, hein. Au contraire, lisse pour nous montrer notre lumière grâce à notre ombre. Je pense qu'aujourd'hui, je commence à être dans un chemin où je peux commencer un peu à pardonner. Mais ça a été long. Hein. C'est pas quelque chose, en tout cas, chez moi, de... d'acquis, hein, loin de là. Je pense qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Nous, on trouve que la maladie de Charles est inacceptable. On ne met pas au monde un enfant pour qu'il souffre toute sa vie. Donc ça, c'est inacceptable. Et donc, c'est au fil du temps, avoir des endroits un peu de résilience, un peu de pardon, qui nous permet de vivre avec. Et pour vivre avec, c'est-à-dire qu'il faut tout réinventer. Et notre maison, on en a fait un lieu de vie joli, beau, il y a de la place pour tout, on a des jardins qui sont magnifiques, qu'on entretient, parce qu'on sait que c'est là qu'on va vivre intensément les choses. Et on va vivre les choses intensément, mais dans les deux sens, c'est-à-dire des moments de joie, de partage, et aussi des moments où notre présence est nécessaire pour que Charles trouve aussi une certaine tranquillité, de paix, parce qu'il souffre, parce qu'il n'est pas bien.
parce qu'il en a marre, parce qu'il en voit tout péter, qu'il voit son frère croquer la vie à pleines dents, faire plein de choses et que lui, il ne peut pas faire. Donc ça, c'est violent et dur pour un ado de se dire j'aimerais bien aller dormir chez un copain, j'aimerais bien aussi que des copains viennent dormir chez moi.